TechTime vous présente Nibiru approche, les aventures d'Atsakis et Petri, de Danilo Clementoni, une narration de Uriah E. Introduction. La 12e planète, Nibiru, la planète du passage, comme l'appelaient les Sumériens ou Marduk, le roi des cieux, comme la rebaptisèrent les Babyloniens, est en réalité un corps céleste dont la révolution dure 3600 ans autour du Soleil. Son orbite est remarquablement elliptique, rétrograde. Elle tourne autour du Soleil dans le sens contraire à celui des autres planètes, et très inclinée sur le plan du système solaire. Ces rapprochements cycliques ont presque toujours provoqué de grands bouleversements interplanétaires, sur les orbites et sur la configuration même des planètes qui composent le système solaire. Ce fut notamment l'un de ces plus tumultueux passages qui, dans une collision épique, détruisit la majestueuse planète Tiamat, placée entre Mars et Jupiter, d'une masse 9 fois supérieure à la masse actuelle de la Terre, riche en eau et dotée de 11 satellites au moins. L'une des 7 lunes qui orbitent autour de Nibiru heurta la gigantesque Tiamat, la cassant littéralement en deux et déportant les 2 morceaux sur des orbites différents. Lors de son passage suivant, le 2e jour de la Genèse, les autres satellites de Nibiru achevèrent ce qui avait été commencé en détruisant complètement une des 2 parties qui s'étaient formées au cours de la première collision. Une partie des débris générés par ces collisions multiples formèrent ce que nous connaissons sous le nom de ceinture d'astéroïdes, ou bracelet martelé, comme l'a nommé les Sumériens. Les débris restants furent incorporés par les planètes les plus proches. Jupiter en capta le plus grand nombre, augmentant ainsi sa propre masse de façon considérable. Les satellites responsables du désastre et les restes de l'ex-planète Tiamat furent pour la majeure partie de ces derniers projetés sur des orbites externes et devinrent ce que nous appelons aujourd'hui les comètes. Les autres rescapés du 2e passage se placèrent en revanche sur une orbite stable entre Mars et Vénus, emportant avec eux le dernier satellite d'origine et créant ainsi ce que nous connaissons comme la Terre et son inséparable compagne, la Lune. La cicatrice provoquée par cette collision cosmique, advenue il y a environ 4 milliards d'années, est encore partiellement visible. La partie éraflée de la nouvelle planète est actuellement recouverte par les eaux de ce qui s'appelle l'océan Pacifique. D'une superficie de plus de 179 millions de kilomètres carrés, il occupe environ un tiers du globe terrestre. Il n'y a presque aucune terre émergée dans cet espace immense, mais uniquement une vaste dépression qui plonge à des profondeurs de plus de 10 kilomètres. Nibiru a actuellement des caractéristiques très proches de celles de la Terre. Elle est recouverte d'eau aux 2 tiers. Le reste étant occupé par un unique continent qui s'étend du nord au sud sur une superficie totale de 100 millions de kilomètres carrés. Depuis des centaines de milliers d'années, certains de ses habitants nous ont rendu visite à chaque rapprochement cyclique de leur planète avec la nôtre. Ce faisant, ils ont influencé la culture, les connaissances, la technologie et l'évolution même de l'espèce humaine. Nos prédécesseurs les ont désignés sous bien des noms, mais peut-être le terme qui les représente le mieux depuis toujours est celui de Dieu. Résumé de l'épisode précédent. 1 an, 3600 années terrestres après leur dernier passage. Atsakis et Petri, les 2 sympathiques et inséparables extraterrestres, héros de ces aventures, sont revenus sur la planète Terre. Leur mission était de récupérer un chargement extrêmement précieux qu'ils avaient été obligés d'abandonner en toute hâte lors de leur précédente visite en raison d'une défaillance de leur système de transport. Ils ont trouvé cette fois une population terrestre bien changée par rapport à celle qu'ils avaient laissée. Les habitudes, les coutumes, la culture, la technologie, les systèmes de communication, les armements, tout était très différent de ce qu'ils avaient vu lors de leur précédente visite. À leur arrivée, ils ont rencontré un couple d'humains, le professeur Eliza Hunter et le colonel Jack Hudson, qui les ont accueillis avec enthousiasme et après bien des péripéties, les ont aidés à mener à bien leur mission. Mais les 2 extraterrestres n'auraient jamais voulu devoir dire à leurs nouveaux amis que Nibiru, leur planète natale, s'approchait rapidement et qu'elle allait croiser l'orbite de la Terre 7 jours terriens plus tard. Selon les calculs effectués par les anciens, l'un de ces 7 satellites allait effleurer notre planète en provoquant une série de bouleversements climatiques comparables à ceux qui, lors de son précédent passage, avaient été rassemblés sous une unique appellation, le déluge. Dans la première partie du récit, nous sommes de retour
les aventures d'Atsakis et Petri, nous les avions laissés tous les 4 dans le majestueux vaisseau Théos. C'est là que nous les retrouvons pour la suite de cette nouvelle et fantastique aventure. Chapitre 1. Vaisseau Théos. Au cours des dernières heures, Elisa avait été submergée par une telle quantité d'informations qu'elle se sentait comme une petite fille qui aurait mangé trop de cerises. Ces 2 étranges mais sympathiques personnages avaient renversé en un rien de temps un grand nombre des certitudes historiques qu'elle et le genre humain dans son ensemble considéraient comme quasi inébranlables. Des événements, des découvertes scientifiques, des croyances, des cultes, des religions, et jusqu'à l'évolution même de l'homme allaient subir un renversement complet. La diffusion de l'information que des êtres venant d'une autre planète avaient dès les origines manipulé et orienté l'évolution du genre humain avec tant d'habileté allait avoir sur l'humanité un effet comparable à celui qu'avait eu la révélation que la Terre n'était pas plate, mais sphérique. Atsakis et Petri, son fidèle ami et compagnon d'aventure, étaient immobiles au milieu du pont de commandement et essayaient de suivre Elisa du regard. Les mains enfouies dans les grandes poches de son pantalon, elle tournait en tous sens dans la pièce et marmonnait des choses incompréhensibles. Jack, quant à lui, s'était proprement effondré sur un fauteuil et essayait de supporter de ses mains le poids de sa tête, qui semblait être subitement devenue très lourde. Ce fut pourtant lui qui, après d'interminables minutes de silence, décida de prendre la situation en main. Il se leva d'un bond et, s'adressant aux 2 extraterrestres, dit d'un ton ferme « Si vous nous avez choisis tous les 2 pour cette tâche, vous devez bien avoir une raison. Je ne peux pas vous dire que nous ne vous décevrons pas. » Puis il regarda Atsakis dans les yeux et lui demanda résolument « Pourrais-tu nous montrer avec cet engin diabolique ?» Il indiquait l'image virtuelle de la Terre qui tournait encore lentement au centre de la pièce. « Une simulation de l'approche de votre planète ? Pas de problème, » répondit aussitôt Atsakis. Il récupéra par son implant Encom tous les calculs faits par les anciens et en fit apparaître la représentation graphique juste devant eux. « Voilà Nibiru, dit-il en indiquant la plus grande des planètes, et voilà ces satellites dont nous parlions. Cet corps céleste, notoirement plus petit, tournait vertigineusement autour de la majestueuse planète à des distances et des vitesses très différentes entre elles. » Atsakis approcha son index de celui qui était sur l'orbite la plus éloignée et l'agrandit de telle sorte qu'il devienne presque aussi grand que lui. Puis il annonça solennellement « Mesdames et messieurs, je vous présente Codon, l'imposant amas rocheux qui s'est mis en tête de causer de gros soucis à votre planète bien-aimée. »« Mais il est grand comment ?» demanda Elisa dont la curiosité était piquée à la vue de ce globe sombre et biscornu. « Disons qu'en taille, il est légèrement plus petit que votre lune, mais sa masse est 2 fois plus importante. » Atsakis fit un rapide geste de la main et le système solaire entier apparut devant eux, chaque planète se déplaçant sur son orbite respective. Chacune de leurs trajectoires était représentée par de fines lignes de couleurs différentes. Ça, poursuivit Atsakis en indiquant une trace rouge sombre, c'est la trajectoire que Nibiru suivra pendant la phase d'approche du Soleil. Puis il accéléra le mouvement de la planète jusqu'à l'approcher de la Terre et ajouta « Et ça, c'est le point d'intersection des 2 orbites. » Les 2 humains suivaient avec stupéfaction, mais aussi avec une grande attention, l'explication qu'Atsakis leur donnait sur l'événement qui, dans quelques jours, allait bouleverser leur vie et celle de tous les habitants de leur terre. « À quelle distance Nibiru passera-t-elle de nous ?» demanda tranquillement le colonel. « Comme je te le disais, » répondit Atsakis, « Nibiru ne vous embêtera pas plus que ça. C'est Codon qui va effleurer la Terre et causer de gros problèmes. » Il grossit encore un peu l'image et montra la simulation du satellite en arrivant au point le plus proche de l'orbite terrestre. « Voilà le point où il y aura la plus grande attraction gravitationnelle entre les 2 corps célestes. Codon ne passera qu'à 200 000 km de votre planète. »« Bon sang !» s'exclama Elisa. « Ce n'est vraiment rien. »« La dernière fois, » répondit Atsakis, « il y a exactement 2 cycles. Il est passé à 500 000 km environ, et nous savons tous ce que ça a pu provoquer. Oui, le fameux déluge. » Jack était debout, les mains croisées derrière le dos et basculant avec légèreté sur ses pointes des pieds vers ses talons. Il se balançait lentement d'avant en arrière. Tout à coup, il rompit le silence de tout son sérieux. « Je ne suis absolument pas l'un des plus grands experts en la matière, mais je crains qu'aucune technologie humaine ne puisse quoi que ce soit pour éviter un événement de ce genre. Nous pourrions peut-être tirer des missiles à tête nucléaire ?» demanda Elisa. « Il n'y a que dans les films de science-fiction qu'on fait ça, » dit Jack en souriant.
Et puis, en admettant qu'on arrive à toucher Codon avec des vecteurs de ce type, on courrait le risque de faire éclater le satellite en 1000 morceaux et de provoquer une pluie de météorites. Et ça serait vraiment la fin de tout. « Excusez-moi », dit alors Elisa aux 2 extraterrestres. « Mais vous ne nous aviez pas dit qu'en échange de notre si précieux plastique, vous nous auriez aidé à résoudre cette situation inconcevable ? J'espère que vous avez une bonne idée pour nous aider parce que sinon, on est cuit. » Petri, qui était jusque-là resté silencieux, à l'écart, sourit légèrement et fit un pas en direction de la représentation en 3 dimensions, au milieu du pont. D'un mouvement rapide de la main droite, il fit apparaître une espèce d'anneau argenté. Il y déposa le doigt et le déplaça jusqu'à l'amener exactement entre la Terre et Codon avant d'annoncer « La solution, ça pourrait être ça ». Chapitre 2. Tel El Mokayyar, la fuite. Dans la tente laboratoire, les 2 pseudo-bédouins qui avaient essayé de ravir aux 2 extraterrestres le précieux contenu de leur navette avaient été bâillonnés et solidement attachés à un gros fût de carburant. Ils étaient assis par terre, les épaules contre le lourd récipient métallique, placé de façon à ce qu'ils ne puissent pas se voir. Hors de la tente, un aide du professeur avait été chargé de leur garde, et de temps en temps, il passait la tête à l'intérieur pour contrôler la situation. Le plus maigre des 2 hommes, qui avait sûrement 1 ou 2 côtes cassées suite au coup que lui avait porté le colonel, n'avait pas cessé un instant, malgré la douleur qui l'empêchait presque de respirer, de regarder autour de lui à la recherche de quelque chose qui aurait pu lui être utile pour se libérer. La lumière du soleil de l'après-midi pénétrait timidement à l'intérieur de la tente par un petit trou de la toile et formait un mince rayon lumineux dans l'air chaud et poussiéreux. Cette espèce de lame de lumière dessinait au sol un petit ovale blanc qui lentement se déplaçait en direction des 2 prisonniers. Le maigre, presque hypnotisé, suivait du regard la lente progression de cette tache claire, quand un brusque éclair de lumière le ramena à la réalité. À 1 mètre de lui à peu près, un éclat métallique à moitié recouvert par le sable refléta la lumière du soleil juste en direction de son œil droit. Il tourna la tête et chercha à comprendre de quoi il s'agissait, mais sans y parvenir. Il essaya alors d'allonger une jambe dans cette direction, mais une terrible douleur au côté lui rappela son état, et il décida de renoncer. Il pensa qu'il n'y serait de toute façon probablement pas arrivé, et, essayant de se faire entendre à travers son bâillon, il murmura « Hé, tu es toujours vivant ?» Son gros acolyte ne devait pas être en meilleur état que lui. Après le vol plané que lui avait fait faire Petri, un gros hématome avait surgi sur son genou droit, il avait une belle bosse sur le front, son épaule droite lui faisait un mal de chien, et son poignet droit était gonflé comme un ballon. « Je crois que oui », répondit-il d'un filet de voix, marmonnant lui aussi à travers son bâillon. « Encore heureux. Ça fait un moment que je t'appelle. Je commençais à m'inquiéter. J'ai dû m'évanouir. J'ai la tête cassée en 2. Il faut absolument nous tirer d'ici, dit le maigre déterminé. Mais toi, ça va? Rien de cassé? J'ai peur d'avoir des côtes cassées, mais ça devrait aller. Mais comment on a fait par se faire avoir par surprise comme ça? Laisse tomber, on n'y peut rien. Essayons plutôt de nous libérer. Regarde à ta gauche, là où le rayon de soleil arrive. Je ne vois rien, répondit le gros. Il y a quelque chose d'à moitié enterré. On dirait un objet métallique. Regarde si tu peux y arriver, avec ta jambe. Le bruit soudain de la fermeture éclair de la tente qui s'ouvrait interrompit l'opération. L'aide qui était de garde passa la tête à l'intérieur. Le gros fit semblant d'être toujours évanoui, et l'autre resta absolument immobile. L'homme jeta 1 ou 2 coups d'œil, s'attarda distraitement sur l'équipement éparpillé à l'intérieur, puis l'air satisfait retira la tête et referma. Ils restèrent immobiles un instant encore, puis le gros reprit le premier. « C'était -1. »« Alors, tu l'as vu? Tu y arrives? »« Oui, ça y est. Attends, je sais. » Le corpulent pseudo-bédouin se mit à osciller légèrement du buste, essayant de détendre un peu les cordes qui l'immobilisaient. Puis il allongea autant qu'il le put sa jambe gauche vers l'objet. Il le touchait à peine. Il commença à creuser du talon jusqu'à ce qu'il parvienne à en déterrer une partie. « On dirait une truelle. Ça doit être une trowel Marshalltown. C'est l'instrument favori des archéologues pour gratter le sol à la recherche de vieux bouts de poterie. Tu arrives à la prendre? » « Non. Si tu arrêtais de te goinfrer avec toutes ces cochonneries, tu arriverais peut-être à bouger un peu plus, espèce d'affreux gros plein de soupe. » « Mais qu'est-ce que mon physique puissant a à voir avec ça? Bouge-toi un peu, physique puissant. Tâche de récupérer cette truelle, sinon, en prison, ils trouveront bien le moyen de te mettre au régime. »
le gros eut tout à coup une vision terrible de bouillie insipide et nauséabonde qui libéra en lui une force qu'il ne pensait plus avoir. Il cambra le dos autant qu'il le put. Un douloureux élancement traversa son épaule blessée et lui parvint directement au cerveau. Mais il l'ignora. D'un coup de rein ferme, il parvint à placer son talon au-delà de la truelle, et repliant rapidement la jambe, il la ramena vers lui. « Je l'ai eu !» cria-t-il derrière son bâillon. « Mais tu vas te taire, espèce d'imbécile! Qu'est-ce que tu as à crier? Tu veux que ces deux énergumènes reviennent et qu'ils nous bourrent de coups ?»« Excuse-moi, » répondit le gros humblement. « Mais j'ai réussi à l'attraper. Tu as vu quand tu veux, tu peux faire quelque chose de bien. Elle devrait être tranchante. Regarde si tu arrives à couper ces maudites cordes. » De sa main indemne, le gros attrapa le manche de la truelle et commença à en frotter le bord le plus coupant contre la corde derrière son dos. « Admettons qu'on arrive à se libérer, » dit le gros à voix basse. « Comment on va faire pour se tirer d'ici? Il y a plein de monde dans le camp et nous sommes en pleine journée. J'espère que tu as un plan. »« Bien sûr que j'en ai un. Ce n'est pas moi le cerveau de l'équipe ?» s'exclama orgueilleusement le maigre. « Pendant que tu faisais ta petite sieste, j'ai étudié la situation. Et je crois que j'ai trouvé un moyen pour filer. »« Je suis tout oui, » répondit l'autre en continuant à frotter la truelle. « Le type qui est de garde passe la tête toutes les 10 minutes, et cette tente est la dernière à l'est du camp. »« Et alors ?»« Mais qu'est-ce qui m'a pris de te choisir comme associé pour ce boulot ? Tu as l'imagination et l'intelligence d'une amibe, en espérant que les amibes ne prennent pas mal la comparaison. »« Je te rappelle qu'en fait, c'est moi qui t'ai choisi, vu que c'est à moi qu'on a confié le boulot, » répliqua le gros piqué au vif. « Tu as réussi à te libérer ?» coupa court le maigre. La conversation tournait mal, et effectivement son acolyte avait parfaitement raison. « Laisse-moi encore un peu de temps, je crois qu'elle va lâcher. » En effet, peu après, la corde qui le retenait tous les deux au fût se rompit dans un claquement sec, et le ventre du gros, enfin libéré de cette contention, put reprendre ses dimensions habituelles. « C'est bon !» s'exclama le gros tout content. « Parfait, mais on va la garder sur nous jusqu'à ce que le garde repasse. On doit faire en sorte que tout ait l'air comme avant. »« Ok, partenaire, je refais semblant de dormir. » Ils n'eurent pas longtemps à attendre. Quelques minutes après, en effet, la tête de l'aide du professeur réapparut dans la tente. Il fit son habituel contrôle sommaire de la situation, remit la fermeture éclair en place, se replaça à l'ombre de la véranda et alluma tranquillement une cigarette roulée. « Maintenant !» dit le maigre. « Dépêchons-nous !» Vu les douleurs qu'ils avaient tous les deux, l'opération se révéla plus compliquée que prévu. Mais, après avoir poussé quelques gémissements sourds et autant de jurons, ils se retrouvèrent debout, l'un en face de l'autre. « Donne-moi la truelle !» ordonna le maigre en enlevant son bâillon. Des élancements l'empêchaient de se déplacer facilement, mais en plaquant sa main sur ses côtes, il réussit à soulager un peu la douleur. Il atteignit en quelques pas la paroi de la tente opposée à l'entrée, s'agenouilla et y enfila lentement la trowel Marshalltown. La lame effilée de la truelle coupa comme du beurre le tissu léger côté est, ouvrant une petite fissure d'une dizaine de centimètres. Le maigre y colla son œil et regarda quelques instants la fente. Il n'y avait personne. Il ne distinguait pas les ruines de la ville antique à une centaine de mètres, où ils avaient auparavant caché la jeep qui aurait dû leur servir pour s'enfuir avec le magot. « La voie est libre !» dit-il en prolongeant jusqu'au sol avec la lame de la truelle, la petite fente déjà pratiquée. « Allons-y !» Il se glissa en se faufilant dans la déchirure. « Tu ne pouvais pas le faire un peu plus large ce trou, non ?» grogna le gros entre deux gémissements. Alors il essayait péniblement de se glisser lui aussi à l'extérieur. « Dépêche-toi, il faut filer le plus vite possible. »« J'aimerais bien t'y voir. J'arrive à peine à marcher. Allez, grouille-toi et arrête de te plaindre. Rappelle-toi que si on n'arrive pas à se tirer, personne ne pourra nous éviter plusieurs années de prison. » Le mot « prison » avait toujours le pouvoir de redonner des forces au gros. Il ne dit plus rien et, souffrant en silence, suivit son compagnon qui se faufilait en catimini entre les ruines. Ce fut le bruit lointain d'un moteur qui fit douter l'homme de garde. Il regarda un instant sa cigarette maintenant consumée et la jeta d'un geste vif. Il se glissa sans hésiter dans la tente et ne put en croire ses yeux. Les deux prisonniers avaient disparu. Près du fût, la corde jetée en vrac, un peu plus loin, les deux bouts de tissu qu'ils avaient utilisés comme bâillons et une déchirure dans la toile de tente qui arrivait jusqu'au bas de la paroi du fond. « Hichem, les gars !» hurla l'homme à plein poumon. « Les prisonniers se sont échappés !» Chapitre 3. Vaisseau Théos, le superfluide. La représentation de l'objet que Petrie avait placé dans l'interstice entre Codon et la Terre avait laissé les deux humains bouche bée.
Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Demanda Elisa, intriguée, en s'approchant pour mieux voir. On ne lui a pas encore donné de nom officiel. Petrie ramena l'étrange objet au premier plan et ajouta en regardant le professeur. « Tu pourras peut-être lui en choisir, hein, toi? Je pourrais toujours essayer, si seulement tu m'expliquais ce que c'est. Ça fait longtemps que nos plus grands scientifiques se consacrent à ce projet. » Petrie se croisa les mains derrière le dos et se mit à marcher lentement à travers la pièce. Cet appareil est le résultat d'une série d'études qui excèdent en partie mes propres connaissances scientifiques. Et je peux vous assurer qu'elles sont remarquables, ajouta Hatsakis, en tapant vigoureusement sur l'épaule de son ami. En quelques mots, il s'agit d'une sorte de système antigravitationnel. Il repose sur un principe qui est encore en cours d'étude, comme je vous le disais. Mais je peux essayer de vous le résumer brièvement et simplement. Je pense que ça sera beaucoup mieux, commenta Elisa. N'oublie pas que nous appartenons à une espèce qui, comparée à la vôtre, peut tout à fait être qualifiée de sous-développée. Petrie approuva discrètement. Puis, il s'approcha de la représentation en 3 dimensions de l'étrange objet et reprit tranquillement son explication. En géométrie, on définit cet objet comme un tore. L'anneau tubulaire est vide, et ce qu'on pourrait simplement appeler son espace central contient son système de propulsion et de contrôle. Jusque-là, tout est clair, dit Elisa, très impatiente. Très bien. Voyons maintenant le principe de fonctionnement de ce système. Petrie fit pivoter l'image du tore et en montra la partie intérieure. L'anneau est rempli d'un gaz, en général un isotope de l'hélium, qui porté à une température proche du zéro absolu, se transforme en un liquide aux caractéristiques bien particulières. Concrètement, sa viscosité devient pratiquement nulle et il peut circuler sans générer aucun frottement. Nous appelons cette caractéristique superfluidité. Là, je m'y perds un peu, dit tristement Elisa. En 2 mots, quand il est opportunément stimulé par la structure de l'anneau, ce gaz à l'état liquide peut se déplacer à l'intérieur sans aucune difficulté à une vitesse proche de celle de la lumière qu'il peut conserver pendant une durée théoriquement infinie. Stupéfiant, ne put que dire Jack, qui n'avait pas perdu la moindre syllabe de toute l'explication. « D'accord, je crois que j'ai compris cette fois », ajouta Elisa. « Mais comment fera cet engin pour s'opposer aux effets de l'attraction gravitationnelle entre les 2 planètes ?» Là, les choses se compliquent un peu, répondit Petrie. Disons que la rotation du superfluide à une vitesse proche de celle de la lumière génère une courbure du continuum spatio-temporel autour de lui, et cela provoque un effet antigravitationnel. « Pauvre de moi !» s'écria Elisa. « Mon vieux professeur de physique doit se retourner dans sa tombe. »« Et ce n'est pas le seul, ma chérie, » ajouta le colonel. Si j'ai bien compris ce qu'essaient de nous expliquer ces messieurs-là, il s'agit de renverser des théories et des concepts que nos scientifiques ont tenté d'analyser et d'étudier durant leur vie. Le principe d'antigravité a été théorisé plus d'une fois, mais personne n'a jamais réussi à le démontrer totalement. Nous avons devant nous, il indiqua l'étrange objet, la preuve que c'est réellement possible. Je serai un peu plus prudent, dit Hatsakis, refroidissant un peu l'enthousiasme du colonel. Je suis en devoir de vous informer que cette chose n'a jamais été testée sur des corps aussi grands que des planètes, ou plutôt, nous avons essayé il y a 2 cycles, mais ça ne s'est pas exactement passé comme nous le voulions. Qui plus est, des événements que nous n'avions pas prévus pourraient se produire et... « Tu es toujours le même oiseau de mauvais augure », réagit Petrie en coupant son compagnon. Le mécanisme a été démontré plus d'une fois. Notre vaisseau lui-même utilise ce principe pour sa propulsion. Essayons d'être optimistes, notamment parce qu'il me semble que nous n'avons pas vraiment d'autre alternative, sauf erreur de ma part, dit Elisa d'un ton amer. Malheureusement, je crois bien que non, dit Petrie désolé, en baissant légèrement la tête. La seule chose que je craigne vraiment est que, vu les dimensions vraiment réduites de notre tore, nous ne parvenions pas à absorber complètement tous les effets de l'attraction gravitationnelle, et qu'une partie des gravitons puisse tout de même faire leur office. Tu es en train de nous dire que cet engin pourrait quoi qu'il en soit ne pas suffire pour prévenir la catastrophe ? Demanda Elisa en s'approchant de l'extraterrestre menaçante. Peut-être pas complètement, répondit Petrie en faisant un petit pas en arrière. D'après les calculs que j'ai faits, je dirais que 10% des gravitons pourraient échapper à cette espèce de piège. Ça pourrait donc être une tentative inutile. Absolument pas, répondit Petrie. Nous réduirons les effets de 90%. Il ne nous restera plus grand-chose à gérer. On l'appellera Newark, dit Elisa satisfaite. Et maintenant, mettons-nous au travail. 7 jours, ça passe vite.
Chapitre 4. Base aérienne de Camp Adair. L'évasion. Les deux étranges personnages, encore travestis en bédouins, venaient tout juste de rentrer de leur planque en ville quand une légère sonnerie intermittente, émanant de l'ordinateur portable laissé allumé sur la table du salon, attira leur attention. « Et qui ça peut bien être encore ?» demanda le maigre agacé. Le gros, boitant de plus en plus, s'approcha de l'ordinateur et, après avoir rentré un mot de passe très complexe, annonça « C'est un message de la base. » Ils veulent sûrement connaître l'issue de l'opération. « Laisse-moi une seconde, je le décode. » L'écran afficha d'abord une suite de caractères incompréhensibles, puis, après la saisie d'une combinaison de codes successifs, le message se recomposa petit à petit. Le général a été capturé et conduit à la base aérienne de Camp Adair. Nécessité opération immédiate de récupération. « C'est dingue !» s'exclama le gros. « Ils sont déjà au courant. » Mais comment ont-ils su ? Eh bien, ils doivent avoir des canaux plus directs que les nôtres. Rien ne leur échappe à cela. Et comment on devrait faire d'après eux ? Qu'est-ce que j'en sais ? Le message dit juste qu'on doit aller le délivrer. Dans l'état où on est mal parti. Le grand maigre tira une chaise de sous la table, la fit pivoter de 90 degrés, puis, laissant échapper des gémissements de temps à autre, il s'y effondra. Manquait plus que ça. Il posa un coude sur la surface plane et laissa flotter ses regards au-delà de la fenêtre qu'il avait en face de lui. Il remarqua que les vitres étaient vraiment sales et que celle de droite était fêlée sur presque toute sa longueur. Mais tout à coup, il leva brusquement les yeux vers son acolyte et, après avoir ébauché un petit sourire sardonique, lui dit « J'ai une idée. » « Je le savais, je connais ce regard. »« Va chercher la trousse de premier secours et montre-moi la bosse que tu as sur la tête. » En fait, c'est plutôt mon poignet qui m'inquiète. J'ai peur qu'il soit cassé. »« T'inquiète pas, je t'arrange ça. Quand j'étais petit, je voulais être vétérinaire. » Après un peu plus d'1 heure, des doses massives d'analgésiques et des pommades diverses, passées en plusieurs endroits, les deux acolytes étaient presque remis à neuf. S'étant regardé dans le miroir accroché près du mur de la porte d'entrée, le maigre, satisfait, estima « On peut s'y mettre maintenant ». Il fila dans la chambre et en ressortit peu après avec 2 uniformes américains impeccablement repassés. « Mais où as-tu trouvé ça ?» lui demanda le gros, stupéfait. « Ça fait partie de l'équipement de secours que j'ai emporté. On ne peut jamais savoir. »« Tu es complètement dingue », commenta le gros en secouant légèrement la tête. « Et qu'est-ce qu'on est censé faire avec ça ?»« Voilà le plan, » répondit le maigre, content de lui en lançant vers son acolyte l'uniforme XXL. « Toi, tu seras le général Richard Wright, responsable d'une agence gouvernementale ultra secrète dont personne ne connaît l'existence. »« Bien sûr, puisqu'elle est ultra secrète. Et toi ?»« Moi, je serai ton bras droit, colonel Oliver Morris, pour vous servir mon général. »« Donc c'est moi ton supérieur. Ça me plaît. »« Mais n'en prends pas l'habitude, ok ?» fit le maigre l'index levé. « Et voilà nos papiers et les badges correspondants. » Dingue, on dirait des vrais. Et ce n'est pas tout, mon vieux. Il lui montra une feuille de papier en tête, signée de la main du colonel Jack Hudson. Voici la demande officielle de prise en charge du prisonnier pour son transfert dans un lieu plus sûr. Mais où as-tu pris ça ? Je viens de l'imprimer pendant que tu étais sous la douche. Tu crois que tu es le seul roi de l'informatique ? Je suis épaté. Elle est mieux que l'original. On va s'introduire dans la base militaire et on se fera remettre le général. S'ils devaient nous faire des problèmes, on pourrait toujours leur dire d'appeler directement le colonel Hudson. Je ne pense pas que son portable capte dans l'espace. Ils éclatèrent tous les deux d'un rire bruyant. Environ 1 heure après, alors que le soleil était désormais caché derrière une haute dune, une jeep militaire, avec à son bord un colonel et un général, auquel il ne manquait pas un bouton de guêtre, s'arrêta à la barrière d'accès de la base aérienne d'Imam Ali, ou Camp Adair, comme les Américains l'avaient rebaptisé pendant la guerre en Irak. 2 militaires armés jusqu'aux dents sortirent de la guérite blindée et se dirigèrent rapidement vers le véhicule. À couvert, 2 autres soldats tenaient les passagers en joue. « Bonsoir, colonel », dit le soldat le plus proche, après avoir salué militairement. « Je peux voir vos papiers et ceux du général, s'il vous plaît. » Le colonel, grand et maigre, assis au volant, ne dit pas un mot.
Il retira de la poche intérieure de sa veste une enveloppe jaune qui lui tendit. Le soldat prit son temps pour la lire et pointa 2 ou 3 fois la torche électrique vers le visage de chacun d'eux. Le général sentit nettement la goutte de sueur qui, naissant sous la bosse de son front, descendait lentement sur son nez, pour tomber ensuite sur le 3e bouton de sa veste, invraisemblablement tendu par l'intense poussée du gros ventre qu'elle couvrait. « Colonel Morris et Général White », fit le militaire, pointant à nouveau la torche sur le visage du colonel. « Wright, Général Wright », répondit le colonel Maigre d'un ton très irrité. « Qu'est-ce qu'il y a, sergent? Vous ne savez pas lire ?» Le sergent, qui avait mal prononcé à dessein le patronyme du général, sourit légèrement et dit « Je vous fais accompagner, suivez ces hommes. » D'un signe, il ordonna aux 2 autres soldats de les précéder en direction de la prison. Le colonel démarra lentement la jeep. Il n'avait pas fait 10 mètres qu'il entendit crier derrière lui « Arrêtez-vous !» Le sang des 2 occupants du véhicule gela dans leurs veines. Ils restèrent immobiles de très longs instants, jusqu'à ce que la voix reprenne « Vous avez oublié de récupérer vos papiers !» Le corpulent général soupira si fort de soulagement que tous ses boutons de veste faillirent sauter. « Merci, sergent, dit le maigre, en tendant la main vers le soldat. Je vieillis plus vite que je ne le pensais. » Ils repartirent à nouveau et suivirent les 2 soldats qui, marchant d'un bon pas, les conduisirent rapidement à l'entrée d'un bâtiment bas de piètre apparence. Le plus jeune des soldats frappa à la grande porte et entra sans attendre de réponse. Peu après, un gros noir, avec une tête de dur, se présenta sur le seuil et se mit au garde-à-vous. Il les salua militairement et dit « Mon général, mon colonel, entrez, je vous en prie. » Les 2 officiers répondirent à son salut et, essayant de faire taire les différentes douleurs qui se réveillaient petit à petit, se glissèrent dans l'énorme pièce. « Sergent, » dit résolument le maigre, « nous avons ici un ordre écrit du colonel Hudson qui nous autorise à prendre en charge le général Campbell. » Et il lui tendit l'enveloppe jaune. Le gros sergent l'ouvrit et s'attarda longuement à en lire le contenu. Puis, fixant le colonel de ses yeux sombres et pénétrants, il déclara gravement « Je dois vérifier. »« Je vous en prie, » répondit tranquillement l'officier. Le gros noir tira d'un tiroir du bureau une autre feuille qu'il confronta attentivement à celle qu'il tenait à la main. Il regarda de nouveau le colonel et, sans laisser paraître la moindre émotion, ajouta « Les signatures coïncident. Pas d'objection à ce que je l'appelle? Faites votre devoir, mais tâchons de faire vite, s'il vous plaît. Nous n'avons déjà perdu que trop de temps, » répliqua le colonel Maigre, feignant de perdre patience. Pas le moins du monde impressionné, le sergent glissa lentement la main dans la poche de son uniforme et en tira son téléphone portable. Il composa un numéro et attendit. Les 2 officiers retinrent leur respiration jusqu'à ce que le militaire, après avoir appuyé sur une touche de l'appareil, ne commente laconiquement « Il n'est pas joignable ». « Sergent, peut-on accélérer ?» s'écria l'officier d'un ton bien plus autoritaire que précédemment. « On ne va pas passer la nuit là. »« Va chercher le général », ordonna le gros sergent à l'un des soldats qui avaient accompagné les officiers. Une dizaine de minutes après, un homme complètement chauve, avec de grosses moustaches, des sourcils gris et 2 petits yeux noirs et vifs, apparut sur le seuil de la porte derrière le sergent. Il portait un uniforme de général, mais une des 4 étoiles réglementaires manquait sur son épaulette droite. Il était menotté, et derrière lui le soldat qui l'avait amené le tenait en joue. En voyant les 2 autres, le général tressaillit. Puis, devinant leur plan, il resta silencieux et prit l'expression la plus triste qu'il put. « Merci, soldat, » dit le colonel Maigre en tirant son Beretta M9 de son étui. « Nous nous chargeons de cette crapule. » Chapitre 5. Vaisseau Théos, le plan d'action. « Tu ne trouves pas ça excitant de savoir que nous allons sauver la Terre tous les 2, mon amour ?» demanda Elisa en regardant le colonel avec des yeux de chaton énamouré et en lui prenant la main. « Mon amour, tu ne vas pas un peu vite ?» la reprit Jack irrité. Elisa tressaillit et ne comprit qu'il se moquait d'elle que lorsqu'il lui sourit avec douceur et lui caressa la joue. « Crapule, ne me joue plus ce genre de tour où tu auras affaire à moi. » Elle frappait son buste de ses 2 mains. « Du calme, lui murmura Jack en l'attirant doucement à lui. « D'accord, c'était une blague stupide, je ne le ferai plus. »
Cette étreinte soudaine eut sur elle un effet rassurant et relaxant. Elle sentit toute la tension accumulée jusqu'alors fondre comme neige au soleil. Après tout ce qui s'était passé dans les dernières heures, c'était exactement ce dont elle avait besoin. Elle décida de se perdre dans ses bras et, fermant lentement les yeux, appuya la tête sur son torse puissant et s'abandonna complètement. Hatsakis s'était entre-temps glissée dans la cabine Ashcom, toujours diaboliquement trop étroite, et attendait que la réponse à sa demande de communication lui parvienne dans la lunette holographique qu'il avait devant lui. Partant du centre de l'écran, une série d'ondes multicolores créait un effet semblable à celui d'une pierre jetée dans les eaux tranquilles d'une mare. Puis, les ondes s'effacèrent progressivement, laissant apparaître le visage creusé et marqué par les années de son supérieur ancien. « Hatsakis », dit l'homme en souriant légèrement, sa main osseuse levée en signe de salut. « Que peut faire pour toi un pauvre vieux ?»« Nous avons dit la vérité aux Deutériens. » Démarche audacieuse, commenta l'ancien en se prenant le menton entre le pouce et l'index. Comment l'ont-ils pris ? Disons que, passé la première stupeur légitime, il me semble qu'ils ont bien réagi. Hatsakis fit une brève pause, puis ajouta d'un ton très sérieux. Nous leur avons proposé d'utiliser le Thor au superfluide. Le Thor ? S'exclama son interlocuteur en se levant d'un bond qui aurait fait pâlir d'envie un petit garçon. Mais il n'a pas encore été soumis au test complet. Tu te rappelles ce qui s'est passé la dernière fois, pas vrai ? On pourrait générer une fluctuation gravitationnelle avec cet engin. Et il y a en plus le risque de créer un mini-trou noir. Je sais bien, répondit tout bas Hatsakis. Mais je crois que nous n'avons pas d'alternative. Si nous n'utilisons pas des moyens radicaux, le passage de Codon pourrait cette fois-ci être fatal aux Terriens. Quel est ton plan ? On estime que les orbites des 2 planètes se croiseront dans 7 jours. Il faudrait que tu fasses préparer le Thor et que tu le fasses apporter ici au moins 1 jour avant. Ça ne me laisse pas beaucoup de temps, tu le sais. Il faut que j'ai un peu de marge pour le positionner, le configurer et pour la procédure d'activation. J'ai un mauvais pressentiment, dit l'ancien passant une main dans ses cheveux blancs. J'ai pétri avec moi, tout ira bien. Vous êtes 2 jeunes gens très capables. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais faites très attention. Cet engin pourrait se transformer en arme fatale. Essaie de nous le faire avoir dans les délais. On s'occupera du reste, ne t'inquiète pas. D'accord. Je te recontacterai quand tout sera prêt. Bonne chance. Le visage de son supérieur disparut de l'écran, qui se remit à afficher les ondes multicolores. Hatsakis quitta lentement son inconfortable fauteuil et resta un moment les mains appuyées sur la surface de la minuscule console. 1000 pensées tournaient dans son esprit. Et, quand un léger frisson lui parcourut le dos, il eut nettement la sensation qu'ils allaient au-devant d'une infinité de problèmes. « Zach !» s'écria joyeusement son compagnon d'aventure en le voyant s'extraire de la cabine Ashcom. « Qu'a dit le vieux ?» Hatsakis s'étira un peu, puis répondit tranquillement. « Nous avons sa bénédiction. Si tout devait marcher comme prévu, nous aurions le Thor, ou plutôt Newark, la veille du croisement. Espérons qu'on y arrivera. Ça ne va pas être facile de configurer cet engin en si peu de temps. Qu'est-ce qui t'inquiète, compagnon ? Répliqua Hatsakis avec un pâle sourire. Dans le pire des cas, nous ne ferons qu'ouvrir une distorsion spatio-temporelle qui engloutira d'un coup la Terre, Codon, Nibiru et tous les autres satellites. Les 2 humains, qui étaient restés un peu à l'écart mais n'avaient pas perdu un seul mot de la conversation, restèrent comme pétrifiés. « Mais qu'est-ce que tu dis ?» réussit tout juste à balbutier Lisa qui le regardait abasourdi. « Distorsion spatio-temporelle ? Engloutir ? Tu veux nous dire que, si ce plan devait ne pas fonctionner, nous serions à l'origine de la destruction de notre peuple et du vôtre ? Eh bien oui, il y a un risque minimum, commenta tranquillement Hatsakis. Un risque minimum ? Et tu nous le dis comme ça, avec cette expression calme et sereine sur le visage ? Tu dois être fou, et nous encore plus. Calme-toi, mon trésor, intervint Jack en la prenant par les épaules et en la regardant droit dans les yeux. Ils sont bien plus compétents et au point que nous, et s'ils ont décidé de suivre cette voie, nous ne pouvons rien faire d'autre que les seconder et de leur apporter toute l'aide possible. Le professeur poussa un long soupir, avant de dire
Il faut que je m'assoie, trop d'émotions aujourd'hui. Si ça continue, je vais y laisser mes dernières plumes. Jack la soutint par le bras et l'accompagna vers le fauteuil le plus proche. Elisa s'y laissa tomber de tout son poids, avec un léger gémissement. « On a peut-être un peu trop réduit le pourcentage d'oxygène dans l'air », murmura Hatsakis à son compagnon. « J'ai essayé de le rendre le plus compatible possible avec les besoins de tous et de nous éviter d'avoir à utiliser ces antipathiques respirateurs. Je sais bien, compagnon, mais je crains qu'il n'y soit excessivement sensible. D'accord, je vais essayer de modifier le mélange. On peut s'adapter plus facilement, nous. » Le colonel, pour sa part, n'avait pas du tout l'air d'y être sensible. Il était plus fringant que jamais. L'action et le risque étaient son pain quotidien, et il se trouvait parfaitement à son aise dans des situations de ce type. Il alla se placer exactement sous l'image tridimensionnelle de Newark, qui se détachait encore majestueusement au milieu de la pièce. Bien, cette chose pourrait tous nous sauver ou nous conduire à la destruction totale. Analyse synthétique mais efficace, commenta Hatsakis. Au point où nous sommes, poursuivit le colonel d'un ton sérieux et d'une voix profonde, je crois que le moment est venu d'avertir le reste de la planète de la catastrophe imminente. Comment penses-tu faire ? Demanda Elisa depuis son fauteuil. On prend notre téléphone, on appelle le président des États-Unis et on lui dit « Bonjour, monsieur le président. Savez-vous que nous sommes en compagnie de 2 extraterrestres qui nous ont dit que d'ici quelques jours, une planète arrivera qui nous balayera tous ?» Le minimum qu'ils puissent faire, c'est de faire intercepter l'appel, d'envoyer du monde pour nous récupérer et nous faire interner en asile, répliqua Jack en souriant. « Mais vous n'avez pas de système de communication global comme notre réseau ?» demanda Petrie intrigué au colonel. « Réseau ? Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est un système général d'interconnexion, en mesure de mémoriser et de distribuer le savoir à l'échelle planétaire. Nous pouvons tous y accéder avec des niveaux de profondeur différents par un système neuronal ENCOM qu'on nous implante directement dans le cerveau à la naissance. « Super !» s'écria Elisa stupéfaite. Avant de poursuivre, « En fait, nous avons nous aussi un système de ce genre. Nous l'appelons Internet, mais nous n'en sommes pas arrivés à votre niveau, bien sûr. Et ce ne serait pas possible d'utiliser votre Internet pour envoyer un message à toute la planète ?» demanda Petrie curieux. « Eh bien, ce n'est pas aussi simple, » répondit Elisa. « Nous pourrions introduire des informations dans le système, envoyer des messages à des groupes, peut-être même enregistrer des images et les diffuser le plus largement possible, mais personne ne nous croirait, et puis cela n'atteindrait pas tout le monde. » Elle réfléchit un peu puis ajouta « Je crois que la seule possibilité serait encore notre bonne vieille télévision. »« Télévision ?» demanda Hatsakis, qui demanda à Petrie. « Ce ne serait pas ce système que nous avons utilisé pour recevoir des images et des films en venant ici ? » ?»« Je crois bien que si, Zach. » Et sur ces mots, il joua sur une série de commandes de la console centrale. En quelques secondes, il put faire apparaître sur l'écran géant certaines des séquences qu'ils avaient précédemment enregistrées. Vous parlez bien de ça ? Une multitude de films en tout genre se succédèrent rapidement. Des spots publicitaires, des journaux télévisés, des matchs de foot, et même un vieux film en noir et blanc avec Humphrey Bogart. « Mais c'est Casablanca !» s'écria Elisa stupéfaite. « Où avez-vous récupéré tout ça ?»« Vos transmissions se propagent même dans le cosmos, » répondit tranquillement Petrie. « Nous avons dû modifier un peu notre système de réception, mais à la fin on a réussi à les capter. Et c'est grâce à elles que nous avons pu apprendre votre langue, » ajouta Hatsakis. « Et même d'autres nettement plus compliquées, » commenta tristement Petrie. « J'ai failli devenir fou avec tous ces petits dessins. »« Bon, » coupa le colonel, « c'est bien de ça que nous parlons, mais je crois que ce n'est pas non plus la meilleure solution. »« Excuse-moi, Jack, » intervint Elisa, « mais tu ne crois pas qu'il faudrait avant tout avertir tes supérieurs à l'ELSAD ? Si j'ai bien compris, c'est justement le président des États-Unis qui est à la tête de cette organisation, dans le fond où je me trompe. »« Et comment sais-tu ça ?» objecta le colonel étonné. « Hey, moi aussi j'ai mes sources !» dit Elisa en rejetant d'un geste espiègle une mèche de cheveux qui lui tombait sur la joue droite. « Chez vous aussi les femmes font ça ?» demanda Jack aux 2 extraterrestres, qui suivaient cette petite scène d'un air surpris. « Les femmes sont les mêmes dans tout l'univers, mon cher, » répondit Hatsakis en souriant. « Bref, » poursuivit le colonel après cette réplique à risque. « Je crois que tu as parfaitement raison. Il faut une institution fiable et crédible
pour diffuser une information aussi renversante. Je suis un peu inquiet à cause de ce qui a filtré au général Campbell et aux 2 types qui nous ont agressés. Mon supérieur direct, c'était le général, justement, mais on dirait que c'est un traître corrompu. « Ça veut dire qu'on va vraiment devoir passer le coup de fil que nous évoquions ?» demanda le professeur. « Pour absurde que cela paraisse, c'est peut-être la seule solution. » Chapitre 6. New York, île de Manhattan. Dans un luxueux bureau, au 39e étage d'un imposant gratte-ciel situé entre la 5e avenue et la 59e Street de Manhattan, à New York, un homme pas très grand, d'allure élégante et soignée, se tenait face à l'une des 5 grandes fenêtres qui le séparaient de l'extérieur. Il portait un costume gris foncé, italien à coup sûr, une voyante cravate rouge, et ses cheveux poivre et sel étaient coiffés en arrière. Ses yeux noirs et profonds fixés par-delà la vitre. Le magnifique Central Park, qui, s'ouvrant presque à ses pieds, s'étend sur 4 kilomètres de long et 800 mètres de large, ménageant un îlot vert très précieux, source d'oxygène et lieu de détente pour les presque 2 millions d'habitants de l'île. « Je peux entrer, monsieur le sénateur ?» dit un petit homme chauve au visage inexpressif qui frappait timidement à l'élégante porte d'entrée de bois sombre laqué. Sur le montant, une petite plaque dorée portait en italique l'inscription « Sénateur Jonathan Preston ». « Qu'y a-t-il » demanda l'homme sans même se retourner. « Une communication vidéo cryptée pour vous. C'est bon, je vais la prendre d'ici. Fermez la porte en sortant. » L'homme se dirigea lentement vers son élégant bureau sombre et s'assit sur le moelleux fauteuil de cuir noir. D'un geste automatique, il vérifia le nœud de sa cravate, enfila une oreillette dans son oreille droite et appuya sur un petit bouton gris placé sous le plateau du bureau. Un grand écran semi-transparent descendit du plafond dans un léger sifflement et se posa délicatement sur la surface de la table. L'homme effleura l'écran et le gros visage du général Campbell apparut devant lui. « Général, je constate avec plaisir que vous avez quitté nos Gaules. »« Sénateur, comment allez-vous ? Je voulais avant tout vous remercier pour l'opération de récupération, rapide et efficace. Je crois que tout le mérite en revient aux 2 personnages que je vois derrière vous. » Le général se retourna instinctivement et vit le gros et son compère qui essayaient de rentrer dans le cadre de la webcam, comme le fait généralement la foule qui se presse, derrière un journaliste lors d'un reportage en direct. Il haussa légèrement les épaules et poursuivit. « Ce ne sont pas des aigles, mais pour certains types de missions, ils sont vraiment efficaces. »« Bien. Mais maintenant, dites-moi tout. J'aurais dû recevoir votre rapport il y a plus de 12 heures. Disons que j'ai été un peu pris ces derniers temps, » répondit le général avec humour. « Quoi qu'il en soit, je peux vous confirmer que votre intuition sur le travail du professeur Hunter était absolument juste, et que, grâce à sa découverte, j'ai pu assister personnellement à un événement incroyable au bas mot. » Le général marqua une petite pause pour exciter encore davantage la curiosité de son interlocuteur, puis ajouta « Monsieur le sénateur, je ne sais pas comment cela a pu se produire, mais l'exhumation par notre professeur du fameux vase aux précieux contenus doit avoir d'une façon ou d'une autre activé un système qui a rappelé sur notre planète rien de moins que... » Il s'arrêta et, conscient que sa prochaine phrase serait un peu difficile à digérer, prit une grande inspiration puis sans plus hésiter s'exclama solennellement. « Un vaisseau extraterrestre !» L'officier continua à fixer l'écran, à la recherche d'un signe de stupeur quelconque sur le visage du sénateur. Mais celui-ci n'eut pas la moindre réaction. Il se limita à appuyer le coude sur le bureau sombre et, prenant son menton entre le pouce et l'index, il se mit à le pincer délicatement. Il poursuivit cette opération quelques instants, puis dit simplement « Ils sont revenus donc. » Le général ne put s'empêcher d'écarquiller les yeux de surprise. Preston savait déjà tout sur les extraterrestres ? Comment était-ce possible ? Le sénateur se leva lentement et, les mains croisées derrière le dos, commença à tourner autour de son bureau. Le général et ses 2 collaborateurs ne se hasardèrent pas à dire un mot. Attendant patiemment, ils se limitèrent à échanger des regards interrogateurs. Tout d'un coup, Preston revint à son bureau, y appuya les 2 mains et, regardant le général droit dans les yeux, lui dit « Vous aviez un drone avec vous. Dites-moi que vous avez réussi à filmer ce vaisseau. » Le général se tourna à la recherche désespérée d'une réponse positive de la part des 2 hommes qui se tenaient derrière lui. Le maigre ébaucha un petit sourire, prit la parole et, bombant le torse d'orgueil, affirma satisfait.
Bien sûr, monsieur le sénateur. J'ai plus d'un film, je vous montre ça tout de suite. Sans trop de ménagement, il poussa le général sur le côté et après avoir joué un moment sur le clavier qui était devant lui, fit apparaître les images du camp du professeur Hunter dans une fenêtre de l'écran du sénateur. Preston planta ses 2 coudes sur le bureau, posa son menton sur ses poings fermés et s'approcha le plus possible de l'écran pour ne pas perdre une seule image de ce qui défilait sous ses yeux. D'abord, les images nocturnes du récipient de pierre, retrouvées ensevelies dans le sol, puis celle de la mystérieuse sphère noire qu'il renfermait, et enfin, le transport de cette dernière dans la tente laboratoire. Puis le cadre changea. Il faisait plein jour, reposant en apparence sur 4 faisceaux de lumière rougeâtre provenant des 4 coins d'un carré imaginaire dessiné au sol. Une structure circulaire argentée trônait dans toute sa splendeur. L'ensemble ressemblait à un tronçon de pyramide qui avait tout l'air d'être la sœur de la ziggourate d'Ur que l'on apercevait au fond, majestueuse. Le sénateur ne pouvait détacher ses yeux de l'écran. Quand il vit les 2 silhouettes d'apparence humaine, mais nettement plus grandes et corpulentes que la moyenne, apparaître à l'ouverture de la structure argentée et se planter solidement sur de qui devait être une plateforme de descente. Il ne put s'empêcher de sursauter et de sentir son cœur battre dans sa gorge. Le rêve de toute une vie se réalisait. Toutes les études, toutes les recherches et surtout les importants capitaux qu'il avait investis dans ce projet donnaient enfin le résultat espéré. Ce qu'il voyait sur son écran, c'étaient réellement 2 extraterrestres qui, à bord de leur vaisseau à la technologie avancée, avaient traversé l'espace interplanétaire pour revenir sur Terre. Il allait maintenant pouvoir jeter à la figure de ceux qui l'avaient toujours critiqué que ses calculs étaient parfaitement exacts. La mystérieuse 2e planète du système solaire existait vraiment. Après 3600 ans, son orbite croisait à nouveau celle de la Terre, et il avait devant lui 2 de ses habitants, qui, profitant du brin de conduite que leur faisait leur planète, revenaient nous rendre visite et influencer à nouveau notre culture et nos vies. C'était déjà arrivé qui sait combien de fois au cours des millénaires, et l'histoire se répétait à nouveau. Mais cette fois il était là, et il n'allait pas laisser cette prometteuse occasion lui échapper. « Excellent travail », dit-il simplement aux 3 hommes qui regardaient l'écran avec appréhension. Puis, après avoir imprimé un tour complet au fauteuil où il était assis, il ajouta « Le fait que vous vous soyez laissé surprendre, général, compliquera un peu les choses. Nous n'aurons plus l'opportunité d'avoir une oreille au sein de l'ELSAD, mais au point où nous en sommes, cela n'a plus d'intérêt. Que voulez-vous dire ? Que notre objectif n'est plus de découvrir si les suppositions du professeur Hunter sont exactes ou pas, ni celui de nous emparer du précieux contenu. » « D'autant plus qu'il était tout sauf précieux, » murmura le gros. « Nous pouvons passer directement à la phase 2, poursuivit le sénateur, feignant de ne pas avoir entendu. Nous avons face à nous une technologie incroyablement avancée et ils nous la servent sur un plateau d'argent. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous emparer avant que quelqu'un d'autre y arrive avant nous. Si je puis me permettre, monsieur le sénateur, le général hasarda une timide objection. Nous avons eu l'occasion de nous rendre compte que nos 2 sympathiques extraterrestres n'ont pas l'air d'être tellement disposés à collaborer. « Disons tout net qu'ils nous ont roués de coups, » ajouta le gros faisant mine de se masser le genou. « Je peux imaginer le type d'approche que vous avez utilisé, » répliqua le sénateur en ébauchant un mince sourire. « Vous êtes-vous demandé pour quelle raison ils ont noué des rapports si affectueux avec le professeur et le colonel Hudson ? À vrai dire, cela nous a semblé vraiment étrange, » répondit le général. « Ils se sont comportés avec eux comme s'ils les connaissaient depuis toujours. Je crois au contraire qu'ils se sont tout simplement montrés plus cordiaux et amicaux que vous. » « Eh bien, c'est vrai, on ne peut pas dire qu'on y soit allé de main morte. Ce qui est passé, prononça sentencieusement le sénateur. Maintenant, concentrez-vous sur votre prochaine mission. Vous 2, retrouvez la trace du colonel et de sa petite amie. Je veux que vous ne les perdiez pas de vue un seul instant. Vous avez des moyens et des fonds à votre disposition. Cette fois-ci, je ne tolérerai aucune erreur. »« Qui c'est qui lui dit qu'ils sont en train de faire une petite balade autour de la Terre ?» murmura le gros à l'oreille du maigre. Un instant avant de laisser échapper un gémissement sourd, causé par le coup de pied sur son tibia gauche décoché par son acolyte. « Vous, général, vous viendrez me chercher à l'aéroport. »« Vous allez venir ici ?» s'exclama le militaire ébahi. « Je ne raterai ça pour rien au monde. Si c'est leur base d'atterrissage, ils devront y revenir, mais
Cette fois-ci, on leur prépara un petit comité d'accueil digne de ce nom. Je vous donnerai des instructions en route. Bon travail à tous. Et il mit fin à la communication. Après la fin de l'échange, le sénateur continua quelques instants à observer sur l'écran une série d'images spectaculaires du désert de l'Arizona qui se succédaient lentement. Puis, comme si quelque chose l'avait brusquement réveillé, il se leva d'un bond, appuya sur le bouton du communicateur qu'il avait sur son bureau et dit sèchement dans le micro incorporé. « Faites préparer mon avion et appelez mon chauffeur. Je veux avoir décollé dans 1 heure au plus tard. » Chapitre 7. Vesothéus, le cadeau. « Nous devons rentrer, » dit le colonel Hudson aux 2 extraterrestres. « Je dois passer un coup de téléphone et je ne pense pas que ce soit faisable d'ici. »« Je n'en suis pas si sûre, » répondit Atsakis dans un sourire. « Quand ce bon Petri s'y met sérieusement, il peut faire des choses que tu n'imagines même pas. » Et il tapa bien fort sur l'épaule de son compagnon. « Du calme, intervint Petri en agitant les mains devant lui. D'abord, définir le concept du coup de téléphone. Jack, un peu étonné par cette question en apparence banale, se tourna vers Elisa qui haussa les épaules. Puis, indiquant une poche du colonel, elle lui dit avec candeur « Montre-lui ton portable, non ?» D'un geste rapide, Jack sortit son smartphone à écran tactile déjà ancien. Il n'avait jamais aimé la tendance absurde à vouloir toujours le dernier cri. Il préférait avoir entre les mains un instrument qu'il connaissait bien, sans devoir perdre à chaque fois du temps à se familiariser avec toutes les nouvelles fonctions. « Je ne suis pas technicien, » dit-il en le montrant à l'extraterrestre, « mais avec cette chose, nous pouvons parler à une autre personne, qui en possède un également en composant simplement son numéro sur ce clavier. » Petri prit le téléphone et l'observa attentivement. « Ce doit être un système de transmission à canal unique, comme nos communicateurs portables. À la seule différence, intervint Elisa, qu'à chaque fois qu'on s'en sert, il nous pompe un tas de sous. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.